Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la rédaction de l'ADN pour notre émission Tendance de tous les vendredis de 12 heures à 12h30. Aujourd'hui, il sera question de l'économie des avatars. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie des avatars? C'est assez simple, c'est une économie complètement numérique. J'achète des produits numériques sur des interfaces numériques que je paye avec des monnaies numériques. En gros, on a connu l'e-commerce où il s'agissait de se faire livrer des t-shirts, des poêles à frire ou des paniers de basket. Aujourd'hui, on se fait livrer des t-shirts, c'est un petit peu plus compliqué généralement en termes de tenue, qui sont totalement numériques pour des personnages numériques qu'on achète sur les interfaces numériques et très souvent en monnaie numérique. Alors c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'avec les différents confinements, les explosions, l'usage de ces pratiques a vraiment été démultiplié. Pour en parler avec nous, je suis ravie, et je crois qu'on est tous ravis d'accueillir Laure Coromine, qui a fait une très belle enquête dans le cadre de la dernière revue sur justement cette explosion des usages numériques et qui nous racontera ça. Ensuite, Marine Proté, qui dans le même dossier, et toujours pour ce numéro de la revue, avait fait aussi une enquête sur l'usage de ces avatars, de cette économie des avatars. Margot Dussert, qui a fait paraître d'ailleurs ce matin avec Marine une très belle interview qui parle des NFT. Donc là, on est vraiment les deux pieds dans l'économie totalement numérique, tu nous raconteras ça. Et enfin, David Julien Ramil qui nous parlera des métavers, ces environnements totalement numériques où on achète aussi des choses en format numérique. Donc, vous connaissez un peu le principe. Vous avez à la droite de votre écran un chat où vous pouvez évidemment échanger avec nous, mais aussi entre vous. C'est d'ailleurs une pratique qui se fait souvent et qui est toujours riche d'enseignements. Vous nous donnez des tips que l'on retient. Et à côté, un onglet qui s'appelle Questions, donc dans lequel on peut évidemment poser des questions. Et ces questions, nous les prenons à 12h20 pour tâcher d'y répondre. Laure, on va commencer par toi. C'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé à faire une enquête. Donc, c'était il y a quelques mois. On voulait savoir quels étaient les usages de nos concitoyens et même un peu plus loin que nos concitoyens. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement sur Internet? Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'y es pris? Ouais, alors pour savoir en fait, ce qui s'était passé, en ligne pendant qu'on était tous, claquemurés chez nous, j'ai échangé avec une quinzaine de personnes en France, en Allemagne et en Angleterre, des jeunes, des vieux, voilà, des personnes un peu de tout horizon et ce qui est ressorti en fait très vite, c'était, l'envie et je cite: «de se confesser». Voilà, toutes les personnes que j'ai interviewées avaient très envie, de passer à table, ont été très généreux avec leur temps et voilà, la phrase qui est revenue, très souvent, c'était, «Je vais tout vous raconter, mais s'il vous plaît, ne me jugez pas». Donc voilà, les gens avaient déjà, voilà, envie de se délester de ce poids, pour raconter tout ce qu'ils faisaient en ligne et qui était parfois perçu par eux-mêmes, surtout en priorité, par quelque chose, d'un petit peu honteux. Le premier constat ensuite, c'était de réaliser que oui, il y a bien eu une explosion en fait du temps que tout le monde a passé, tout le monde a passé en ligne, notamment lors du deuxième confinement, où là, voilà, les temps de connexion se sont vraiment envolés et ça, pas seulement comme on en avait un peu l'intuition au début de l'enquête, pas seulement chez les gamers, mais vraiment chez tout le monde. Et voilà, et la troisième chose qui est ressortie de ces entretiens, c'était le point commun en fait. Si tout le monde avait des consommations très diverses en termes de contenu. Il y avait un vrai point commun qui était l'envie de se retrancher du monde réel, de s'évader, voilà, de vraiment de sortir de son quotidien, voire même parfois voilà, de consommer des contenus un peu comme on consommerait un anesthésiant. Et là, je cite du coup Robin, un vidéaste parisien de 29 ans qui a même dit tout pour ne pas me retrouver face au mur blanc du salon. Et ce qui Oui, est c'est vrai qu'on a eu plusieurs surprises au cours de tes entretiens. D'abord, la folle démocratisation des gens très, très variés en termes de profil et qui n'étaient pas des gamers convaincus au départ. Et la diversité aussi des pratiques. On était parti, je me souviens, le titre de travail, c'était On est tombé dans la matrice, l'année où on est tombé dans la matrice en 2020. Et on avait donc une idée que tout le monde faisait à peu près la même chose, quoi. Facebook, Instagram, un peu de Twitter, du TikTok pour les plus jeunes. Et là, on a découvert une multiplicité d'environnements. Ouais, c'est ça. Alors déjà, bah, la première chose, c'est que voilà, enfin, chacun, de par la très grande bah, diversité des contenus en fait qui sont à notre disposition en ligne,
tout le monde est maintenant en mesure de se concocter, de se tricoter, de se dessiner en fait un petit cocon numérique sur mesure qui lui est propre en fonction voilà, de ses envies, de ses besoins du moment, de ses petites marottes. Et voilà, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé vraiment pour tout le monde. Alors ça peut être par exemple Issa, 18 ans, un étudiant londonien qui lui aime, encore une fois je cite, s'abrutir devant des vidéos YouTube qui décryptent les jeux de basket de son équipe préférée. Ça peut être Solange, une chef de projet lyonnaise de 57 ans qui, elle, va passer des heures et des heures en fait à suivre les aventures en voyage de la famille Coste sur Instagram. Ça peut être James, du coup, un Londonien encore qui va passer des heures et des heures sur Reddit et va sauter toujours d'un contenu à l'autre pour picorer en fait en fonction des moments de la journée et de ses envies du moment, ce qu'il va vouloir, en fait en quoi il va vouloir s'immerger. Alors ça peut être des vidéos YouTube qui retracent les aventures coréennes quotidiennes de deux petits chats. Ça peut être des subreddits qui vont décliner en fait à l'infini et recenser en fait je cite, cool guides, c'est-à-dire des guides pratiques en fait qui sont particulièrement bien dessinés. Oui, alors sur ces choses-là, on a vu émerger du coup des pratiques très différentes. Là, tu citais tous les univers, il y avait beaucoup d'univers autour du jeu numérique. Et du coup, on va passer la parole à Marine. Marine, parmi ces usages, on a vu apparaître cette économie des avatars, c'est-à-dire une pratique d'achat en ligne de produits complètement numériques. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as pu constater? La pratique n'est pas nouvelle d'ailleurs, mais elle a vraiment explosé. Oui, effectivement, c'est pas nouveau, ça fait déjà quelques années et vous avez dû sûrement déjà croiser des faits divers autour de personnes qui ont dépensé des milliers, voire des millions en objets virtuels. Donc, on peut citer par exemple l'exemple de ce Californien qui en 2016 avait détourné, enfin volé 5 millions de dollars à son patron et dépensé 1 million pour construire son empire dans le jeu Game of War. Donc voilà, c'est souvent dans les rubriques faits divers, on voit souvent ce genre de petites histoires un peu hors du commun. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que maintenant, en fait, cette pratique d'acheter des objets virtuels, elle s'est vraiment démocratisée et que pour beaucoup de joueurs, c'est quelque chose d'assez banal. Il y a un chiffre qui est assez parlant à ce niveau-là, c'est que c'est une étude du cabinet Laine de Du, qui est un cabinet londonien, qui a constaté que 77% des joueurs de Fortnite avaient déjà dépensé dans le jeu. Alors, il faut savoir qu'en plus, Fortnite, c'est un jeu qui est gratuit d'accès, mais il y a des achats intégrés et ces achats sont souvent pour des choses qui n'apportent aucun avantage dans le jeu, qui sont purement esthétiques. Donc, par exemple, des skins, c'est des tenues pour changer l'apparence du personnage que l'on va incarner. Et donc, 77% des joueurs ont déjà dépensé dans le jeu Fortnite et leur budget moyen est autour de 100 $. Et il a augmenté puisqu'il y a 2 ans, il était seulement de 80 $. Donc, il y a en plus eu un effet confinement. Moi, les joueurs avec qui j'ai parlé pour cette enquête que j'ai faite pour la revue, ils m'ont dit que, en fait, comme ils ne dépensaient plus dans la vraie vie en sortie ou en voyage, ils allouaient ce budget qu'ils avaient par mois, qui était parfois de plusieurs centaines d'euros, dans des objets virtuels. Oui, c'est ça qui nous a frappés. C'est effectivement l'augmentation de cette pratique et le fait que finalement cette pratique qui paraît un peu étrange pour ceux qui ne jouent pas, ceux qui n'ont jamais acheté des armes ou des tenues pour leur personnage, on s'est aperçu, alors on vient de perdre Marine, on vient de perdre Marine. Il me semble qu'elle a des soucis de connexion en ce moment. Ouais, c'est possible. Non, désolée. Voilà, je suis revenue, mais quelqu'un... Bon, bref, voilà, je suis là. Tu as entendu ce que je disais. En fait, sur ton enquête, c'est vrai qu'on a aussi interrogé des psychanalystes, Michael Stora et entre autres. Et notre intérêt, c'était de se dire finalement, ça paraît bizarre d'acheter et de consacrer même des sommes parfois importantes sur des gens qui n'ont pas des budgets d'ailleurs très très forts, sur des objets qui peuvent nous sembler être sans valeur.
Mmh. Et en fait, il nous expliquait que les mêmes processus psychologiques étaient à l'œuvre pour ce type d'achat. Ouais. Oui, oui, complètement. On peut citer peut-être deux ressorts psychologiques qui sont assez forts. Il y a d'abord le plaisir et l'attrait de la nouveauté. Ça, c'est quelque chose que tous les joueurs que j'ai eus m'ont cité. Et Fortnite et d'autres jeux d'ailleurs jouent très bien de ça puisqu'ils ont un peu les mêmes mécanismes que la fast fashion. Donc, c'est-à-dire que la boutique de Fortnite va être renouvelée tous les jours. Et les articles sont généralement en ligne pour quelques mois, voire parfois quelques semaines, donc ils créent de la rareté. Et donc ils vont faire exprès de faire en sorte que les gens aient envie d'acheter vite, puisque sinon ils risquent de passer à côté de quelque chose. Donc ça, c'est un premier ressort psychologique. Et le deuxième, effectivement, que le psychanalyste Michael Stora m'a expliqué, c'est ce qu'il appelle l'idéal groupal. Donc c'est en fait un effet un peu de pression sociale, c'est-à-dire que les joueurs, lui, il compare ça un peu à la cour de récré où pour avoir un statut social, il faut avoir les dernières baskets à la mode. Et ben là, pour être intégré au sein du groupe, on va se démarquer en investissant dans des objets virtuels et que cette apparence virtuelle, en fait, était aussi importante que son apparence réelle. Donc, il l'a noté chez des patients qui voient justement qui sont des joueurs de Fortnite et d'autres jeux. Dans l'enquête, c'était assez rigolo parce qu'il y en avait qui t'expliquaient qu'il y avait la team pigeon, les gens qui dépensent ces fortunes et finalement leur avatar commence à avoir des looks complètement dingues. Donc on les prend un peu pour des pigeons qui se laissent tenter par la mécanique de l'achat. Et puis il y avait ceux qui se disaient être insultés, la team lose, parce que justement ils achetaient pas et que donc leur persona avait l'air complètement loser, quoi. Ouais, exactement. Il y a cet effet-là. Et là, alors, ça peut être aussi des sujets de moquerie, mais parfois, en fait, ça peut aussi aller plus loin. Et il y a notamment une enquête du média américain Polygon qui montrait que dans certains collèges américains, en fait, il y avait des cas de jeunes collégiens qui se faisaient harceler par leurs camarades parce qu'ils n'avaient pas le dernier skin à la mode. Donc, voilà. Oui, donc des mécaniques d'achat psychologiquement qui ressemblent tout à fait aux mécaniques d'achat de la vraie vie, si on peut dire. Et on a aussi fait le tour de l'écosystème engagé. Et c'était très rigolo de voir que l'écosystème est déjà extrêmement bien structuré. C'est-à-dire qu'on trouve du troc, du hack, le circuit normal. Enfin, il semblerait que l'écosystème soit déjà très, très riche. Ouais, c'est déjà très bien structuré. Donc effectivement, on a évoqué Fortnite qui fonctionne un peu sur le même principe qu'une boutique classique ou qu'un magasin de fast fashion. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en parallèle de ces canaux de vente officiels mis en place par l'industrie du jeu vidéo, il y a aussi toute une économie parallèle qui s'est développée avec, par exemple, on peut parler du jeu Animal Crossing. Donc c'est un jeu dans lequel vous construisez une île et vous incarnez un petit personnage qui construit cette île. Et en fait, les joueurs d'Animal Crossing ont créé un site qui s'appelle Nookazone, qui n'a aucun lien avec Nintendo qui édite Animal Crossing, mais c'est un site qui a été créé par des joueurs et qui est une sorte d'Amazon de Animal Crossing où vous pouvez trouver toutes sortes de meubles, de vêtements, de matériaux pour aménager votre île. Et là, les échanges se font souvent, soit c'est du troc, genre je t'échange cet objet contre cet objet de décoration contre du bois, par exemple, ou alors les échanges se font en clochette, qui est la monnaie virtuelle du jeu Animal Crossing. Voilà. Ok, donc on voit qu'effectivement sur la partie gaming, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette économie de l'avatar. Margot, tu t'intéresses de plus en plus à ce dont tout le monde parle depuis la rentrée de janvier 2021, les fameuses NFT. Alors, qu'est-ce que c'est que les NFT ? Alors, c'est pas la chose la plus évidente à expliquer. Du coup, je vais passer par une mise en situation un peu simple. Mais en gros, imaginez pouvoir acheter ou devenir propriétaire d'un tweet, d'un gif ou même de l'action décisive d'un match de foot qui vous aurait particulièrement marqué. Ça sonne bizarre, mais c'est déjà possible de le faire. Et beaucoup d'internautes le font d'ailleurs dans le monde des crypto-monnaies, surtout. Ça s'échange, ça se rachète toutes sortes d'objets virtuels déjà, donc c'est pas nouveau. En revanche, il y a eu ces derniers temps beaucoup de faits marquants parce que certaines transactions ont atteint des sommes assez faramineuses. L'un des exemples les plus marquants, c'est la vente du GIF Nyan Cat, peut-être le GIF le plus célèbre du web,
c'est ce petit chat qui est propulsé par un arc-en-ciel, qu'on peut mettre là d'ailleurs. Dans notre imaginaire collectif, ce petit chat, ce GIF, il appartient à tout le monde. On se l'est partagé pendant 10 ans, ça fait 10 ans qu'il existe, il appartient au web. Sauf que en février, quelqu'un en a fait l'acquisition lors d'une vente aux enchères en ligne. Son prix de vente, c'était 300 Ethers, je crois, donc l'équivalent de 500 000 € ou de 600 000 $ lors de la vente. Donc c'est énorme pour un GIF de chat, déjà. Sauf que c'est pas fini. Début mars, rebelote, sorti de nulle part, on a le patron de Twitter, Jack Dorsey, qui avait l'idée géniale de vendre aux enchères son tout premier tweet. C'est un message qui date du 21 mars 2006, je crois, le jour de son inscription symbolique sur Twitter. Il se dit, OK, je vais vendre ce tweet. Et les acheteurs s'amassent très nombreux en ligne, ça marche beaucoup. Le lendemain de la mise en vente de ce tweet, il y avait déjà une offre qui atteignait, je crois, 2 millions de $. Donc, c'est vraiment énorme. On voit qu'il se passe quelque chose, mais on se demande très vite quel est l'intérêt de débourser des millions de dollars pour acheter un tweet ou un GIF auquel tout le monde a accès, finalement. Du coup, beaucoup crient en scandale. C'est vraiment quelque chose que les gens ne comprennent pas encore pour le moment. Tout le monde crie au scandale, sauf les artistes, les collectionneurs d'objets virtuels et les experts de la blockchain qui, eux, nous parlent d'une vraie économie qui s'appelle du coup les NFT. C'est une économie qui brasse déjà des millions de dollars et c'est une technologie qui est basée sur la blockchain et qui a pu faciliter la transaction de ces objets virtuels. Les NFT, c'est quoi? Du coup, c'est des sortes de jetons qui servent principalement à une chose, c'est-à-dire certifier l'authenticité d'une œuvre ou d'un objet numérique et de les rendre infalsifiables. C'est intéressant, pourquoi? Parce que contrairement à une crypto-monnaie standard, et là où un bitcoin vaudra toujours un bitcoin, un NFT, ça a la particularité d'être unique. C'est-à-dire que c'est non fongible. On s'en sert comme d'un certificat d'authenticité que l'on va associer à un objet virtuel, exactement comme on le ferait pour une œuvre dans la vie réelle, finalement. Alors, on peut quand même s'interroger, parce que d'ailleurs, votre article ce matin est très, très bon. Je pense que Nicolas l'a partagé déjà. Ouais. Il fait bien le tour du sujet. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que cette folie nous prend là, à ce début d'année 2021? Alors, effectivement, c'est bien souligné que les NFT, c'est pas nouveau. Il faut remonter à 2014, voire à 2017 pour voir les premiers projets artistiques basés sur la blockchain et les NFT émerger. En revanche, ce qui explique l'explosion actuelle, il y a plusieurs éléments de réponse en fait. La première réponse, c'est la très récente explosion du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, et surtout la valeur de l'Ether qui a fortement augmenté. L'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus connue après le Bitcoin. Deuxième raison, on a forcément l'appât du gain et l'aspect financier. Il y a beaucoup de spéculation autour de ce marché, et les gens, ça attire en fait les collectionneurs, finalement. Et la troisième raison, c'est qu'il y a la pandémie et la situation de précarité financière de beaucoup d'artistes qui se disent « Ok, comment je fais pour vivre? Qu'est-ce que je peux mettre sous la dent ?» Du coup, ils voient les NFT comme quelque chose potentiellement quelque chose à se mettre sous la dent et une nouvelle source de revenus. Ok, merci beaucoup Margot pour cette présentation. Tu t'en es bien sortie parce que pour comprendre les NFT, ça n'est pas forcément un petit peu ramené au départ. David, tu voulais conclure cette émission sur l'économie des avatars en rappelant l'univers des métavers, qui est vraiment l'univers un peu des débuts du web et qu'on voit revenir sur le devant de la scène. Donc, ces univers full numériques. C'est ça, les métavers, c'est un petit peu, on va dire, un fantasme de geek, hein, on peut le dire comme ça. Alors, c'est un terme qui est pas vraiment neuf. La première fois qu'on l'a utilisé, c'était en 1992, dans un livre de science-fiction qui s'intitulait Snow Crash de Neil Stephenson. Voilà, je pense que c'était un livre qui surfait un peu sur la vague cyberpunk de l'époque. Et donc, qu'est-ce que c'est un peu que le métavers, hein, on peut l'expliquer, c'est une sorte de réseau social, d'univers virtuel, où les utilisateurs vivent sous la forme d'avatar et interagissent pour jouer ensemble, dialoguer, voire même travailler et générer de l'économie. Donc, même si le principe du métaverse commence un peu à dater, c'est toujours étonnant de voir que le concept est toujours d'actualité, notamment dans la culture, hein, par exemple avec le film et le livre Ready Player One, voilà, qui nous décrit, on peut peut-être passer un petit extrait, qui nous décrit un futur déprimant dans lequel les gens pauvres, en fait, préfèrent vivre dans un monde virtuel. The Oasis. This is the Oasis. It's a place where the limits of... Bon, vous avez capté l'histoire. On voit que les métavers, c'est vraiment l'imaginaire des débuts du net. Tu voulais évoquer Second Life et mon chouchou.
Tout à fait. En fait, il y a plusieurs éditeurs, alors de jeux vidéo, mais aussi de réseaux sociaux qui ont tenté, voire qui tentent de créer des métaverses, voire de faire le métaverse ultime. Alors, on a tous en tête, effectivement, on a parlé dans le chat de Second Life de Linden Labs, donc qui est un métaverse sorti en 2003, donc ça commence déjà un petit peu à dater, et dans lequel on pouvait façonner son avatar, construire sa maison sur une île, faire des objets en 3D, les vendre aussi sur un marketplace. Donc c'est probablement l'une des expériences les plus abouties, on s'en souvient tous, mais il y en a une avant, qui était française, Cocorico, et qui s'appelait le Deuxième Monde. Voilà, c'est ça, j'ai perdu mes notes. Qui s'appelait le Deuxième Monde, et qui a été développé par les studios Cryo, donc des studios français, et Canal+, en 1997. Je vous montre un petit extrait vidéo pour vous faire une idée. Donc voilà, donc ça commence un petit peu à accuser le coup, évidemment. C'était très limité. On avait le droit à une sorte de reconstitution de la ville de Paris, dans laquelle on pouvait avoir un appartement gigantesque à aménager, comme quoi les miracles n'existent vraiment que dans les mondes virtuels. Et l'aspect économique était déjà présent, puisqu'on avait une régie publicitaire qui avait été créée pour l'occasion, qui s'appelait Numériland, et qui était implantée dans le jeu et qui permettait qui vendait des objets 3D ou des skins d'avatars fabriqués par des marques. Oui, vraiment, je vous invite si on peut partager le lien de cette vidéo, parce que c'est quand même assez fascinant de voir ce que l'on imaginait dans les laboratoires de Canal+, vraiment très, très en amont des métavers. Alors aujourd'hui, les métavers, on a l'impression que ça revient un peu. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Du coup, les grands noms de la Silicon Valley sont toujours vraiment très intéressés par le concept du métaverse. En 2019, on a Facebook qui avait annoncé en grande pompe l'arrivée d'Horizon, son univers virtuel qui s'appuyait sur les casques de réalité virtuelle Oculus. Mais on regarde aussi beaucoup de ce qui se fait du côté de Fortnite, qui est certes un jeu vidéo où on s'amuse à se tuer entre copains, mais c'est aussi un lieu de rencontre et de dialogue pour les adolescents, qui a été énormément investi pendant la première pandémie, enfin le premier confinement. Et les studios d'Epic Games ont d'ailleurs lancé en mai 2020 un mode de jeu qu'on appelle le Party Royale, et donc qui est en fait un monde virtuel dans lequel les joueurs de Fortnite peuvent venir s'amuser entre eux, mais sans se tuer. Ils peuvent assister à des concerts, ils peuvent même voir des festivals de films sur un écran géant. Donc voilà, c'est une sorte de nouveau métaverse qui est en train de se mettre en place. Et Tim Sweeney, donc qui est le CEO d'Epic Games, a déclaré récemment sur Twitter que Fortnite, c'est d'abord un jeu, certes, mais avec chaque mise à jour, des nouvelles créations de maps, il se rapproche de plus en plus de ce qu'il se considère comme étant un endroit ou une plateforme, et il estime qu'en 2021, il y a vraiment des choses très intéressantes qui vont arriver. Mais donc, voilà, comme à chaque fois, les médias se concentrent toujours sur, on va dire, le produit le plus connu, donc c'est Fortnite en ce moment, mais on oublie qu'il y a des concurrents dans l'ombre, et notamment un qui pourrait vraiment tout renverser, c'est Roblox. Roblox, c'est une plateforme de jeu qui est un mix entre Minecraft et Facebook, et qui possède, qui probablement plus maintenant, mais qui possédait déjà en août dernier 100 millions de joueurs. Il n'avait jamais de levée de fonds, il existait depuis 13 ans, il a connu une croissance qui était vraiment très lente et vraiment qui est restée sous les radars. Personne n'a vraiment beaucoup entendu parler de Roblox. En fait, dernièrement, le jeu a fait son entrée en bourse et il a été valorisé, tenez-vous bien, à 45 milliards de dollars. Voilà, après plus de 13 ans d'existence. Et donc son secret, c'est surtout de permettre aux utilisateurs de jouer, mais aussi de créer des jeux vidéo au sein de la plateforme, avec des outils vraiment très très simples, et de faire payer l'accès à ces jeux vidéo avec la monnaie virtuelle du jeu. Et donc, on trouve quasiment quelque chose comme 56 millions de titres, et aussi des jeunes créateurs, comme Joshua Wood, qui est un jeune développeur de 18 ans, qui est devenu patron d'un studio de développement quasiment millionnaire, avec une base de 100 millions de joueurs qui accèdent vraiment très rapidement à ces jeux. En fin de compte, juste pour finir, on voit que on comprend mieux en fait l'intérêt de Facebook pour ce genre d'univers, parce que on sait que le fondateur Mark Zuckerberg, il regarde énormément ce qui se fait aussi du côté de la Chine, notamment du côté de WeChat. WeChat, c'est un grand réseau social chinois qui, sans être véritablement un métaverse, offre un univers économique totalement fermé et totalement inclusif. Enfin, c'est-à-dire on peut discuter, on peut passer des appels audio, on peut se textoter, et on peut aussi payer des choses dans les boutiques avec des vidéos qu'on voit sur le réseau social. On imagine très bien que Facebook a envie de faire un petit peu la même chose, d'importer ce concept sur Facebook avec une touche de gaming pour pouvoir garder plus longtemps possible ces 2,8 milliards d'utilisateurs.
Oui, ce qu'on s'est dit à la fin de nos enquêtes qu'on a donc réalisées le mois dernier, c'était qu'à la fois, il y a vraiment ce phénomène d'économie totalement full numérique, vraiment une bascule dans le monde de la matrice, une matrice sans doute complètement explosée avec plein d'univers parallèles, et pour l'instant, on n'est pas dans le système chinois qui propose la route très claire de WeChat, mais vraiment cette bascule dans la matrice et dans notre univers d'achat numérique. Il est le moment de prendre les questions. Eric, bonjour Eric. Le cocon n'est-il pas une forme de monde idéalisé? Ne sera-t-il pas trop dur de se confronter à nouveau à la réalité? Une question peut-être pour Laure et Marine. Vous avez parlé avec beaucoup d'internautes, beaucoup de gamers ces derniers temps. Est-ce qu'ils vont pouvoir retourner dans le monde réel? Ouais, bah, je vais peut-être commencer parce que ça me rappelle pour le coup une expérience très précise lors de mes échanges. Bah, du coup, je reviens à Robin, le vidéaste trentenaire parisien, qui lui m'a très clairement dit que la sortie de son cocon numérique l'angoissait déjà énormément. Il m'a donné l'exemple d'une soirée à laquelle il a été convié à Montreuil et évidemment, il a ressenti un immense, profond soulagement quand cette soirée a été annulée au dernier moment. Et en gros, ce qu'il me disait, c'était oui, moi je vais devoir sortir de mon cocon, on sera peut-être une quinzaine à cette soirée, on va devoir passer 5-6 heures ensemble, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter? Donc ça, oui, la sortie du cocon, c'était notre point commun à toutes les personnes que j'ai interviewées, était très redoutée. Et je me souviens aussi d'un témoignage que tu avais récolté d'un monsieur qui racontait qu'il avait changé de conviction politique pendant ce confinement et que du coup, il n'arrivait plus du tout à être en lien avec son cercle d'amis qui était son cercle d'amis naturel avant le confinement. C'était assez troublant, ces témoignages-là. Ouais, ça c'était assez étonnant. C'est effectivement une personne qui a passé le premier confinement beaucoup sur Twitter et YouTube à je cite encore une fois, radicaliser à gauche, le second à se radicaliser à droite. Et du coup, le temps entre les deux a été très mal vécu par cette personne qui, se sentant en complet décalage avec ses amis, avec qui il ne peut plus avoir de conversation sur les sujets habituels, parce que il savait que c'est nouveau. Le fait qu'il était très politisé était mal perçu par son... Marine, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses avec les gamers avec lesquels tu as été en lien et qui étaient passionnés avec leurs avatars. Oui, alors moi, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont au contraire un peu fait remarquer que, pour eux, ils insistaient sur le fait qu'il n'y avait pas forcément de cloison entre le monde réel et le monde numérique dans lequel ils jouaient. C'est que pour eux, en fait, les achats qu'ils faisaient, parce que nous, on a surtout parlé de leur comportement d'achat, mais les achats qu'ils faisaient sur Fortnite, Apex Legends ou autres, ils me précisaient souvent, non, mais ça veut pas dire qu'à côté, je vois pas mes amis ou que je sors pas. Ils le voyaient comme juste une autre manière de consommer, de dépenser leur argent, mais il n'y avait pas cette scission vraiment très forte entre monde réel et virtuel quand ils parlaient. Donc, si je peux rajouter un petit truc, je pense que faut aussi voir ça comme quelque chose de cyclique. Moi, par exemple, je suis un grand consommateur de vidéos d'ASMR, par exemple. Donc, on peut se dire qu'il y a des moments où je vais aller m'enfermer dans un cocon, mais en fait, c'est pas vraiment un enfermement. C'est qu'il y a des moments dans la vie où peut-être on est plus angoissé, plus stressé, et où des vidéos d'ASMR avant de se coucher, par exemple, peuvent présenter une forme de bien-être, permettre de bien dormir, etc. Et il y a des moments dans la vie où j'en ai beaucoup moins besoin parce que tout simplement, j'en ai pas besoin, quoi. Et je pense qu'il faut pas le voir le cocon comme quelque chose d'enfermant, mais peut-être plus quelque chose dans lequel on va et on vient en fonction des circonstances de la vie et de ce qui se passe en ce moment, quoi. En tout cas, cette notion revenait très souvent, ce besoin d'être en dehors du monde et dans une espèce de bulle. C'est assez prégnant dans les témoignages recueillis par Laure. Muriel nous pose une deuxième question. Faut-il se projeter dans un monde hybride sur tous les plans? Travail, achat courant, bien sûr, mais surtout image personnelle. Est-ce que cela va, selon vous, devenir une norme, un double jeu, J-E, ou rester une niche sur certains profils? Je peux peut-être commencer à répondre et peut-être que Margot a des choses à dire sur la mode virtuelle, mais je pense que c'est en train de devenir une norme. Moi, ce qui m'a amusé quand j'ai
j'ai interrogé des joueurs, c'est de constater que c'était pas seulement en fait ce côté de travailler son double numérique, c'était pas seulement présent dans des jeux dits de hardcore gaming comme Fortnite ou d'autres, mais c'était aussi présent sur des applications de tarot par exemple ou de Scrabble où voilà, j'avais une joueuse qui m'expliquait qu'elle peaufinait avec soin son petit avatar sur ces jeux-là. Alors qu'on pourrait, enfin voilà, c'est pas forcément des univers dans lesquels on penserait qu'il y ait ce genre de comportement. Et voilà, et je crois, peut-être Margot, tu veux ajouter quelque chose sur la mode virtuelle parce que pour ajouter juste un truc sur le jeu en question, JE, la jeune femme en question était Roberto, je crois, ou je sais plus, elle avait choisi un autre sexe, un autre look, un jeu complètement différent, quoi. Ouais, tout à fait. Et oui, je pense qu'en matière d'avatar et de mode virtuel, on va arriver à une forme de normalisation, mais ça rejoint ce que disait David, c'est qu'on vient dans les mondes virtuels, on ne vivra pas que dans la matrice, c'est déjà non. Par contre, j'avoue que j'ai eu une interview assez intéressante hier avec un studio de mode virtuel qui s'appelle The Fabricant, c'est le pionnier de la mode virtuelle, il s'est lancé en 2018, je crois. Et on parlait des insights, de ce qui poussait les gens à vouloir se mettre en scène via des avatars, à vouloir habiller des avatars. Et la principale motivation, c'est le fait de pouvoir exprimer différentes identités en ligne, des choses qu'on ne pourrait pas forcément exprimer dans la vie de tous les jours. Et on m'expliquait aussi, il y a beaucoup de gens, par exemple, notamment en Angleterre, qui achètent des fringues juste pour se prendre en photo, publier une photo au pick of the day, et puis ensuite ne plus jamais mettre le vêtement. Avec la mode virtuelle, c'est quelque chose qu'on fera. Du coup, on n'aura plus à acheter de vêtements physiques, on pourra poster sa publication Pictures of the Day, mettre son vêtement virtuel, se poster, et puis se mettre en scène. Le coût écologique sera un petit peu moindre, même si il y a des mètres. Alors, on a une dernière question, mais normalement, nous allons dépasser le délai de Marilyn. D'après vous, quel sera l'impact des NFT dans l'univers de la musique pour les artistes, les producteurs, les labels et les fans? C'est vraiment un énorme sujet qu'on est en train de craquer. J'ai un embryon de trader. Margot, est-ce que tu veux quand même en dire quelque chose déjà? Vraiment un tout petit quelque chose, parce qu'effectivement, on n'a pas encore défriché le sujet, mais je sais qu'il y a pas mal d'artistes que je suis, notamment Grammatic, qui est un producteur de musique, qui a récemment, je crois, vendu pour 1,5 million de NFT au mois de février. Et il avait effectivement commenté la vente en affirmant que cette rentrée d'argent, alors que les concerts étaient annulés, allait vraiment lui permettre de sauver son activité malgré l'arrêt de l'industrie et des concerts. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc qui va se passer, qui se passe déjà. Et il y a déjà des artistes en fait, qui capitalisent sur la blockchain depuis longtemps. Je pense à Björk, par exemple, qui l'avait déjà fait il y a quelques années. Donc, ouais, c'est en train de ça va se faire. Il faudra du temps, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et de toute façon, ce sont des sujets sur lesquels on va travailler très activement ces prochains mois. Et donc, on reviendra sur ces sujets. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont écoutés, merci à Laure, merci à David, Julien, merci à Margot, merci à Marine. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je rappelle que notre dossier, le dossier dont on a parlé, les enquêtes sont évidemment disponibles dans le numéro de la revue et que vous pouvez vous la procurer en ligne. Et on se retrouve avec joie la semaine prochaine. Merci à tous. Bon week-end.